Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 140e numéro du Synthé Night Club. Décidément, le scénario de cette saison a un potentiel de dingue. Si l'issue est heureuse, alors on se souviendra pendant de longues années de cette saison et de ses nombreux retournements de situation. Si l'issue est plus triste, alors on devra se préparer à passer un été bien frustrant en repensant à cette occasion ratée par Mboukou juste devant le but. Mais plutôt que d'accabler ce pauvre Nathanaël, on va essayer d'analyser ce qui a manqué, ce qui a bien marché, parce que mine de rien, ce point pris à l'extérieur n'est pas infamant. Et puis on va se projeter sur les dernières rencontres de ce championnat passionnant, et tout ça en compagnie de chroniqueurs qu'on ne présente plus, mais qu'on a toujours autant de plaisir à recevoir. Et je vais accueillir tout de suite Pierre. Bonsoir Pierre. Salut Ken, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, hein. On aurait été encore mieux avec 2 points de plus, mais je pense qu'on va développer par la suite. On va développer bien sûr, et j'accueille avec toi Patrick. Patrick Guillou, bonsoir Patrick. Oh, bonsoir à tous. On serait aussi moins bien avec 3 points de moins. On serait aussi moins bien avec 3 points de moins, effectivement. Là, on est bien placé. On a encore notre destin entre nos mains et ça fait plaisir. Avec nous également ce soir, Karl. Bonsoir, Karl. Bonsoir Keun, bonsoir Patrick et Pierre, bonsoir le chat de YouTube et de Twitch. Et oui, parce qu'on est en live sur Twitch et sur YouTube, alors bienvenue à vous qui nous écoutez en direct, et bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission, et ça fait particulièrement plaisir. On se lance tout de suite dans le SNC numéro 140, en espérant qu'il ne nous reste plus que 2 matchs. C'est le problème de l'écrit, c'est que forcément plus et plus, c'est la même chose. Qu'il ne nous reste plus que 2 matchs à débriefer après celui-ci. C'est parti. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, on sort donc de ce match nul un petit peu frustrant 2-2 face à Guingamp, mais je parle de frustration. Est-ce que c'est le sentiment qui prédomine chez vous, ou est-ce que au contraire vous êtes satisfait de ce point pris à l'extérieur ? Je vais commencer avec toi Patrick, quel est le sentiment qui domine ce soir ? Je sais pas, je pense que comme le point pris au PFC qui fait énormément de bien au niveau de la comptabilité, au niveau du classement, il faut se réjouir de ce point pris. Je pense qu'il y a quelques semaines en arrière, on aurait encore réussi à perdre le match en fin de rencontre. C'est le principal mérite de cette fin de saison, c'est que les joueurs d'Olivier Dalloglio arrivent à s'arracher. Alors après, on dit bien sûr, il y avait 2-0, c'était parfaitement maîtrisé, 2 buts sur coup de pied arrêté, pas de véritablement de danger sur le but de l'Arseneur. Tu rentres, il y a quelques changements du côté de Guingamp, tu te dis tu as une balle de 3-0 et tu fais peut-être plus les efforts nécessaires parce que tu penses que le match va être facile, et à partir du moment où il y a eu un vrai défi physique, à partir du moment où il y a eu aussi une intensité différente, eh bien c'est là où on a vu que peut-être qu'on était en ce moment au taquet au niveau de l'intensité, au niveau physique. Donc il faut te réjouir de ce point de prix, ça te permet d'avoir le destin entre tes pieds. Et puis, si tu gagnes les 2 derniers matchs, d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Effectivement, comme tu le dis, on est encore bien placé. Pierre, toi aussi, tu es quand même à peu près satisfait de la rencontre face à Guingamp ? Ah, c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Un point, ça nous laisse devant Angers, donc ça reste effectivement le plus important. Mais on a grillé notre joker, ça veut dire que là, il faudra obligatoirement gagner les 2 matchs. Après, pour moi, c'est vrai que Guingamp mérite totalement son point, malgré le scénario où on mène 2-0. C'est vrai qu'ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est le scénario. 1 point avant le match, personnellement, j'aurais signé. Mais c'est vrai que quand on gagne un match 2-0, c'est toujours dur de se faire reprendre, notamment dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, je suis un peu partagé, mais on verra dans 2 matchs si c'était un bon point ou au contraire si on a perdu 2 points.
Finalement, vous avez un petit peu le même discours que Briançon à la sortie du match, hein, qui disait au micro que effectivement 10 points sur 12 pris sur les 4 dernières rencontres, c'était quand même satisfaisant, même si à l'issue dans le vestiaire, ils étaient quand même plutôt frustrés. On va directement parler un petit peu des individualités et des choix tactiques d'Olivier Dalloglio. Donc on était encore privé de numéro 9 sur ce match avec Wadji qui a rechuté et Sissoko qui était encore blessé. Et il y a Mboukou donc qui a été aligné en pointe. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Olivier Dalloglio a dit qu'il ne regrettait pas ce choix-là. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà si on prend avant la rencontre, le choix de mettre sur cette attaque Mboukou en pointe et Cardona, du coup, qu'on laisse sur un côté. Qu'est-ce que t'en as pensé, Pierre, de ce choix à la base? Je pense que le fait de mettre Mboukou en pointe, c'est pour laisser Cardona dans son rôle préférentiel, le rôle où il était le plus efficace depuis qu'il a été recruté. Après, voilà, du coup, il met ça au détriment de Mboukou qui a joué en pointe. En ce qui concerne sa prestation, Mboukou, j'ai trouvé qu'il y avait eu du bon et du moins bon. Pour moi, il fait un match correct, notamment en première mi-temps où je l'ai trouvé vif et percutant. Cependant, on est obligé de lui reprocher son loupé à 2-0 qui aurait plié le match. Donc ça change un peu la phase de son match et forcément ça ternit sa prestation. Patrick, tu rejoins Pierre là-dessus? Quand on est dans un staff technique et que on veut jouer d'une certaine façon et qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir le faire, on est obligé de tricoter. Et donc, c'est ce qui a été fait à Guingamp. Alors, quand on a l'issue de la rencontre, on a le point du match nul, on se dit, ouais, il n'a pas la balle de 3-0. C'est pas un véritable numéro 9, c'est pas ci, c'est pas ça. Sauf qu'à la mi-temps, il n'y a aucun qui partage cette analyse. Tout le monde dit c'est un coup magistral réussi, c'est 2-0, c'est vraiment la perfection. On s'embrasse tous sur la bouche et au revoir Madame la Marquise. C'est qu'après, l'évolution du score fait que on a un petit goût amer à travers la bouche. Mais après, on va se parler franchement. Est-ce qu'il y a un numéro 9 qui est capable de jouer en équipe réserve et qui est capable de jouer sur un match aussi important à Guingamp? On a la réponse. Sur le banc, on n'a pas non plus beaucoup de solutions. Donc, il faut essayer d'en tirer le meilleur parti. Et jusqu'à la 45e et un peu plus, ça a bien fonctionné. Et après, on est là pour analyser et dire il faut Yaka, on aurait dû. Et Ouais. voilà. Après, le contenu, on peut en discuter aussi malgré le point pris. Moi, je partage pas l'avis de Briançon qui dit 10 points sur 12, c'est satisfaisant. Sur les 4 derniers matchs, 10 points sur 12, c'est miraculeux. À chaque fois, on me dit que je suis un pince sans rire, que je râle tout le temps. Mais sur le contenu, sur les situations du corps arbitral et sur la physionomie de la rencontre, on n'a pas eu beaucoup trop de marge dans nos rencontres. Donc, il faut bien être conscient que ça se joue plus avec les pieds, ça se joue plus sur l'organisation, ça se joue uniquement dans la tête ces 2 derniers matchs. Et donc aujourd'hui, si on n'est pas prêt, même si on n'est pas un poste préférentiel de faire les efforts pour accéder à la Ligue 1, on ne méritera pas d'être en Ligue 1. Ouais. On jouera les barrages et puis après on verra. Mais sincèrement, jusqu'à l'occasion du 3-0, le coup tenté était pas fait. Karl, justement, si on revient un petit peu sur le ressenti global, j'ai vu que tu avais fait un petit sondage dans le chat pour savoir quel était le sentiment qui prédominait, quel est le résultat et quelles sont les impressions un petit peu des gens dans le chat. Mais écoute, c'est assez ambivalent parce qu'il y a ceux qui sont frustrés, évidemment, il y a le mot frustration qui revient, mais il y a également celui de déception. Et puis il y a ceux qui relativisent, qui disent on s'en contente. Il y a Tony Duval qui nous dit sur YouTube que après une belle remontée, physiquement c'est normal qu'on pêche. On aurait tous signé pour un nul avant le match. Tout va se jouer vendredi. Je vois pas Angers battre Annecy, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mentalement ça va être dur. Sur Twitch, en menant 0-2 à la mi-temps, il y a de quoi être déçu, frustré et énervé. Ça, c'est Tommy qui nous dit ça. Saperli Poupée qui nous dit les matchs restent décevants car on se fait rattraper alors qu'on menait et qu'on a eu la possibilité de mettre le 3e. Le pénalty rageant car on aurait largement pu l'éviter. Mais mieux vaut ça que la défaite quand même. On aurait dû gagner ce match. La prestation de la seconde mi-temps a été nulle. On s'est sabordé tout seul, ça c'est pour Esté.
Pascal qui nous dit évidemment, on ne saura que samedi prochain après Rodez si un point pris était un bon point ou 2 points de perdu. Mais, C'est pas mais faux. regardez quand même, il y a une finale de Ligue des Champions, il y a une équipe qui est menée 3-0 et qui a réussi l'exploit de perdre aussi ensuite la finale en Ligue des Champions. Donc ça arrive aussi au plus haut niveau. On était frustrés parce qu'on a eu un match nul contre le PFC et ce point pris, je l'avais écrit dans une de mes chroniques, c'était ce qui allait permettre, ou ce qui permet pour le moment encore d'être devant Angers. Et ce point pris à Guingamp, c'est aussi ce qui permet d'être devant Angers. Moi, je tiens juste à rappeler une chose quand même. On a été 2 fois dans le rôle de chasser. On a été une fois devant Guingamp et une deuxième fois devant Guingamp. Et on n'a pas su faire le break qui a permis ensuite d'avoir un joker supplémentaire. C'était un demi-joker, hein, ce qui a pu être fait. Mais à chaque fois qu'on a été devant Angers, on n'a plus fait les mêmes efforts. Et je reviens toujours à la même chose. Quand tu vois le contenu de la deuxième période, mis à part l'occasion de 3-0, tu ne peux pas être frustré du point pris. Oui. Et surtout, là, on est en train de dire que voilà, on se fait rejoindre, donc c'est négatif, mais on oublie un peu qu'il y a 3 matchs, on gagne miraculeusement contre Bordeaux. Donc c'est vrai que des fois, ça tourne dans un sens, ça a souvent tourné pour nous, et c'est vrai que pour une fois que ça tourne négativement, bon, on va pas faire la fine bouche, on est toujours devant, on a notre destin entre nos mains, donc c'est vrai que ça reste la chose la plus importante, je pense. On a notre destin entre nos mains, sauf si Angers venait à gagner ses matchs avec beaucoup de buts d'écart, parce que on est à égalité de points et il y a que 5 petits points de goal average qui, ouais, l'accent est parfait, qui nous séparent de Angers. Globalement, si on prend un petit peu les individualités, Pierre, si tu devais citer tes tops et tes flops sur ce match, si tu devais retenir un top et un flop sur ce match, ce serait quoi? Alors, c'est dur à dire, mais celui que je mettrais en flop, c'est un petit peu Masson, parce que je trouve qu'il tire un petit peu la langue depuis quelques matchs, et surtout, il provoque un penalty qui, pour moi, est évitable. Hmm. Il tacle, on ne sait pas trop pourquoi, honnêtement. Je sais pas trop pourquoi il tacle. Le penalty est indiscutable. Et bon, on sait pas ce qui serait passé après, mais si on était resté à 2-0, je pense qu'on aurait pu gagner le match. Donc c'est un peu mon flop. Et je peux dire 2 tops. Ouais, vas-y. Je Le te premier, l'accorde. c'est Briançon, qui je trouve monte en puissance et à un niveau très intéressant depuis quelques matchs, même s'il en a loupé un ou deux. Et Mouefek, qui fait sa première saison pleine dans le monde professionnel et qui pour moi est indispensable au milieu de terrain. On s'est souvent plaint que nos milieux de terrain ne marquaient pas, et pour lui, ça fait 4 buts cette saison. Donc je trouve ça très positif. Tout à fait, Mouefek là qui est actuellement en propagande pour se faire prolonger. On sait que les négociations sont en cours pour la prolongation de son contrat parce qu'il arrive en fin de contrat là en fin de saison. Patrick, sur les tops et les flops, qui est-ce que tu mettrais en avant au niveau des individualités sur le match de Guingamp? Alors, c'est sûr que T'as le droit de citer Briançon. l'Aubry dans les tops. Oui, non, mais l'Aubry a été excellent parce que tout à l'heure j'écoutais avec attention sur le tacle inutile de Masson qui provoque le penalty. Celui de l'Aubry a été aussi pas C'est la mal. même. C'est la Donc même. oui, mais bon, voilà. Après, peut-être que l'Aubry a été le meilleur Stéphanois. C'est peut-être pour ça que Dumont l'a sorti à la mi-temps. Euh, mais 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 euh, voilà, non, Briançon, ouais, on peut. Encore une fois, Briançon, c'est typiquement le genre de match où tu peux compter sur lui. C'est-à-dire que tu es t'es un bloc bas, tu n'as pas beaucoup de profondeur à gérer dans ton dos, tu as le jeu face à toi, tu as du défait athlétique parce que tu as Guillaume et Ouazani devant, ça pique un peu, ça va au casse-pipe. C'est un bon match de Ligue 2 et là Briançon est dans son élément. Et voilà, quand il y a un attaquant qui joue dans l'axe et qui est un peu plus mobile, ça devient un peu plus compliqué de se retourner. Mais c'est pour ça que je dis sur ce match-là, il a tenu la baraque, il a joué simple, il a joué sobre.
quand il fallait la dégager le ballon sans se poser de questions. Et donc, il s'est comporté en patron. Alors, le flop, même si Cafaro a marqué, jusqu'à cette étincelle-là, il était curieusement absent. Est-ce que c'est le masque? Est-ce qu'il avait le bandeau sur les yeux? Ça, c'est une autre question, mais il n'avait pas été très, 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 très bon. Sortir des éléments comme ça, c'est toujours, surtout quand tu dis des flops, parce que forcément, quand tu dis les choses, tu t'exposes aussi, toi, à prendre une volée de bois vert à travers le crâne. Mais le flop, c'est quand même le comportement collectif en seconde période et surtout l'absence de patron. Ouais. L'absence de patron. Briançon, lui, en position basse, a fait ce qu'il a plu, mais à un moment donné, quand ça arrive à Briançon ou quand ça arrive à l'Arseneur, c'est déjà trop tard. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, j'ai écrit dans ma chronique, c'est pas à Mouefek de sortir systématiquement les marrons du feu ces derniers temps. Ce sont les cadors, les joueurs expérimentés, les joueurs qui ont été recrutés il y a 2 ans, les Chambos, les Tardieu, les Petro et les Monconduit qui, sur ces 2 derniers matchs, doivent, pardon de dire comme ça, mais doivent enfin porter le costume de taille patron, quoi. C'est trop facile de tenir sur Mouefek ou sur Nadé. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés que ça, qui ne doivent surtout pas se cacher. Karl, sur les tops et les flops, alors bien sûr, on garde en tête que c'est un exercice de style de sortir des joueurs comme ça d'une prestation globale. Mais qu'est-ce qui ressort un petit peu dans le chat? Écoute, sur YouTube, il y a Bertrand qui partage un peu l'avis des chroniqueurs en disant en top Briançon, en flop Masson. Laurent Levrac nous dit top Cardona pour son investissement, Briançon aussi, et en flop Masson et Cafaro car à part son action sur le penalty, on l'a pas vu. Merci Lobry évidemment. Top Mouefek, flop Petro. Bon. Mon conduit a manqué, ça c'est l'observation d'Étienne au milieu de terrain. Et sur Twitch, il y a Leïla qui nous dit top Mouefek pour le but et sa première mi-temps. Flop Masson en penalty à la con. Top Briançon et Mouefek. Enfin, c'est évidemment toujours les mêmes noms qui reviennent. Flop Masson, je suis d'accord. Top Briançon qui sauve un ou 2 buts. Tardieu, pas si mal que ça c'est pour Pascal. Flop, la prestation globale de l'équipe en deuxième mi-temps. Bon, ça c'est la facilité de Théo 42. Et voilà, évidemment, ça rigole avec Lobry, homme du match côté stéphanois, etc. Et sinon, il y a Jo 42 qui nous dit Chambaud, patron, il ne le sera jamais. Bon, ça, voilà. Juste 2-3 petites choses. La première, comprendre que le coup de barque à Mouefek est totalement compréhensible. Après de longues semaines et de longs mois sans jouer, il revient à Saint-Etienne et il a beaucoup à se faire pardonner. Il le fait. De Masson, tu veux dire? Tu as dit Mouefek. De Masson. Non, pardon, de Masson. Et donc, du coup, là, une semaine à 3 matchs, le déplacement, même si c'est des professionnels, même s'ils sont préparés comme des arbalètes, tu as le droit aussi d'avoir le contre-coup parce qu'il a tiré sur l'élastique de longues semaines. Concernant. Et on rappelle aussi que normalement, il est plutôt supposé jouer à gauche plutôt qu'à droite. Non, mais ça veut rien dire, sincèrement, parce qu'il a fait des bons matchs à droite aussi. Donc aujourd'hui, il y a quand même eu dans le passé de l'AS Saint-Etienne avec Lionel Potillon, avec Warm, c'est pour les plus anciens, des latéraux qui étaient capables de jouer, à droite et à gauche. Je pense plus que c'est un contre-coup. Et encore une fois, je le dis encore une fois, c'est de la fatigue mentale. Et donc aujourd'hui, c'est pas de savoir comment tu vas jouer contre Rodez, c'est de savoir comment tu vas apporter de la fraîcheur dans les têtes et comment tu vas travailler cette semaine, tout en étant hyper concentré, mais en étant hyper ludique. Les joueurs ont besoin de se laver la tête. Donc il faut faire que du travail ludique. Vous en avez pas mal parlé, l'importance des cadres dans cet effectif. L'Arseneur, donc en fin de rencontre, a ressenti une gêne musculaire à la cuisse et on a eu des infos il y a environ 1 heure qui sont sorties sur Peuple Vert. A priori, ce serait bien une lésion musculaire qui serait confirmée. Il pourrait manquer les 2 derniers matchs sans que ce soit confirmé officiellement par le club. Mais donc on s'apprête un petit peu à voir
Green dans les buts sur les 2 derniers matchs de la saison. Pierre, est-ce que c'est une info qui te fait flipper un petit peu? Et puis je vous pose aussi la question dans le chat. Ou est-ce que vous pensez que mine de rien, Green peut totalement assurer sur les 2 dernières rencontres? Alors, si c'est honnête, oui, ça me fait peur. Je rappelle le bilan de Green cette saison, c'est avec l'AS Saint-Étienne, c'est 4 défaites et une victoire. Une belle victoire contre Angers, hein. Il faut être honnête, il avait fait une belle performance. Euh, donc on sait qu'il a quand même pas mal il a quelques problèmes à gérer la pression. Donc personnellement, je serais plutôt inquiet de le voir dans la cage ce vendredi. Après, rien n'est rédhibitoire, hein. Comme je l'ai dit, il avait fait le taf et très bien contre Angers, juste après la première blessure à l'épaule de l'Arseneur. Et il faut voir également, il va peut-être être mis dans de bonnes conditions. C'est vrai que là, on va retrouver l'équipe type, on a la défense type qui est la meilleure de Ligue 2. Je pense qu'on a 4 bons défenseurs, donc ça peut changer la donne. Donc oui, forcément, moi je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais voilà, il doit pouvoir faire le taf. Et je rappellerai également que Rodez n'a plus son gardien titulaire, n'a plus son gardien remplaçant. Ils sont allés prendre un mec de 18 ans qui fait l'intérim depuis 4 matchs en Ligue 2. Donc on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de gardien. Et en cas de contre-performance, pour moi, ça ne sera pas une excuse. Juste, Karl, avant le début de l'émission, tu rajoutais une petite info sur Arseneur, tu peux nous la partager? Oui, oui, avec Peuple Vert, on en est venu, enfin, d'après nos informations, c'est plutôt ça l'info. Et rapproche-toi de ton micro, mon bébou, s'il te plaît. Est-ce que là on m'entend mieux? C'est mieux. Ok. Je vais vous dire, en fait, avec Peuple Vert, on a évidemment sorti qu'il y avait une réflexion en cours quant à son cas, parce que le club ne se veut pas définitif sur la non-participation de son gardien ce week-end. La réflexion, elle consiste à dire, est-ce qu'on ne le laisserait pas au repos toute la semaine jusqu'à vendredi et de faire le point avant le match et prendre forcément le risque, peut-être potentiellement le risque de le faire jouer malgré que la blessure ne soit pas totalement résorbée. Mais c'est évidemment qu'une éventualité, c'est juste une réflexion. On est lundi, la blessure est encore fraîche, donc voilà, ça n'engage en rien. Voilà. Ouais. Patrick, cette absence potentielle de l'Arseneur, c'est une vraie mauvaise nouvelle ou pas selon toi? Bon, moi, j'attends d'abord les nouvelles fraîches d'un insider du Sud, qui va forcément à un moment donné tweeter pour nous donner les nouvelles de l'Arseneur fraîche, parce que comme on n'a pas de communiqué de la Saint-Etienne, même s'il y a un travail de Peuple Vert, on attend ça avec impatience. Ensuite, la deuxième chose, je vous trouve un peu dur, sur Green. Je pense que c'est les montagnes russes, ce gardien. Je pense qu'il n'a pas été mis aussi dans les conditions idéales. Qu'il soit capable de répondre présent, il l'avait fait pour son premier match à Nîmes avec le pénalty arrêté. Vous vous rappelez qu'il avait été le héros de tout un peuple quand le manager général Castré l'avait jeté dans le grand bain, ou c'est peut-être juste un printemps, je ne sais même plus du tout. Ensuite, je l'ai vu faire un match, même s'il y a eu une défaite derrière, exceptionnelle au Paris Saint-Germain, quand on perd 3-2. Je pense qu'il avait été héroïque. Il a été très très bon contre Angers. Et ensuite, il a toujours été malheureux avec la gestion de la profondeur, justement, les sorties, l'exclusion, par exemple, à Monaco. Il y a plein d'éléments comme ça qui font que sa carrière n'a pas été linéaire. Aujourd'hui, si jamais il doit jouer, c'est des matchs bonus pour lui et il peut retrouver ce niveau. Après la gestion de profondeur, si on joue aussi bas que ces derniers temps, il n'aura pas à la faire. Et dans les arrêts réflexes, il est capable de sortir et de tirer son épingle du jeu. Donc voilà, il faut qu'il sente autour de lui, si jamais lui doit jouer, qu'il n'y ait aucune interrogation le concernant. Parce que ça serait pas lui rendre service, mais aucune interrogation concernant même l'opinion publique. Donc c'est pour ça que il faut œuvrer dans ce sens-là en disant que ce sont, si jamais il doit jouer, ces 2 matchs. Karl, justement, l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle en pense de cette blessure de Gauthier Larsonneur?
Tu es mute, mon cher Karl. Karl? Oui, excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Oui, on parlait d'opinion publique vis-à-vis de Green et de la blessure de Gauthier Larsonneur. Ouais. Les gens dans le chat, ils sont inquiets ou pas tant par rapport à cette nouvelle? Il y a ceux qui relativisent et qui disent que de toute façon tout dépendra pas d'Etienne Green. Il y a Tanguy qui nous dit avec Bien une sûr. défense solide et un milieu stable, je crois en Etienne Green, mais évidemment il faut voir les conditions dans lesquelles il a pu jouer les derniers matchs où ça a été plus compliqué pour lui. Green n'a pas le choix, il va jouer devant une bonne défense, ce n'était pas le cas avant. Envoyons-lui de la confiance à ses Bertrand. Green devrait faire l'affaire, il ne faut pas abuser, ça c'est Auvergnat Trail. Green devra avoir de la gueulante pour remplacer Larsonneur. Si c'est Green, c'est mort, ce gardien n'est pas bon. Bon, ça c'est le cateau. Évidemment que voilà, il y a du chaud, il y a du froid. Green, le Darry Cole stéphanois. Green, la dernière fois, ça a répondu à notre mauvaise période. Ça a correspondu à notre mauvaise période. Ça c'est Pascal. Ça ne sert à rien de mettre Larsonneur s'il se blesse plus gravement. Autant mettre Green pour les 2 derniers matchs. Il doit assumer. Le problème pour Green, c'est qu'il ne rassure pas sa défense centrale comme peut le faire Larsonneur. Enfin voilà, il y a des pour, il y a des contre, il y a des optimistes, il y a des pessimistes, mais la réponse, elle sera sur le terrain, quoi. Ouais. Si je peux me permettre, le problème, c'est que à la première période où on perd Larsonneur, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on perd Batou Binsika en même temps. Ouais. Et qui avait remplacé Batou Binsika, c'était un AD qui était moins en confiance que la confiance qu'il a engrangée depuis que Dalloglio est arrivé. Donc les deux, on a perdu les deux en même temps et c'était peut-être un peu trop, j'ai envie de dire. Et après, on avait enchaîné effectivement une mauvaise période. Donc voilà, là la défense est stable. Les mecs devant Green seront, j'espère, en forme. Donc voilà, on peut espérer que ça tienne. C'est sûr qu'il ne faut pas forcément faire de corrélation un peu trop hâtive entre les matchs qu'a joué Green et les résultats comptables de l'équipe, parce que c'était pas le seul changement qu'il y avait sur le 11 et sur l'état d'esprit. Tout à l'heure, Patrick parlait de la fatigue mentale principalement. J'ai aussi vu personnellement de la fatigue physique en seconde période. Selon toi, Pierre, comment expliquer un petit peu cette deuxième période ratée? Est-ce que tu as senti une fatigue mentale qui aurait provoqué une fatigue physique, ou l'inverse, plutôt une fatigue physique qui aurait entraîné une fatigue mentale, comme si on se croyait déjà arrivé avec le 2-0 à la mi-temps? C'est dur à dire, hein. C'est sûr que voilà, au vu de la deuxième mi-temps, on voit que l'équipe est fatiguée. Après, dire si c'est mental, si c'est physique, si c'est les deux, qu'est-ce qui a amené l'autre, je sais pas. Je pense que Patrick pourra mieux répondre à cette question que moi, vu qu'il a été professionnel. Je sais pas. Je vais laisser Patrick répondre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il reste 2 matchs. Là, on voit le bout du tunnel. Donc, faut plus compter, faut y aller à fond. Et il n'y a plus de fatigue devant un chaudron à guichet fermé en transe. Va plus falloir calculer là. Bah, du coup, Patrick, je viens vers toi sur ce que tu parlais de fatigue mentale tout à l'heure, mais on a aussi vu que au niveau du milieu de terrain en seconde période, au niveau de l'intensité physique sur les seconds ballons, on avait du mal à justement aller au contact du joueur adverse, et donc moi j'ai quand même senti une grosse baisse d'intensité physique, mine de rien. Oui, c'est vrai. La réduction de l'espace par rapport au porteur adverse, elle était beaucoup moins conséquente. C'est pour ça que Guingamp a eu quelques séquences de maîtrise qui étaient plus intéressantes qu'en première période, où on venait harceler, où on venait déclencher, où c'était beaucoup plus cohérent les uns par rapport aux autres dans l'espace entre les joueurs, l'espace entre les lignes. Et donc, du coup, en deuxième période, aussi sous l'impulsion guingampaise, tu as aussi inconsciemment reculé, parce que tu n'avais plus les jambes aussi, plus les jambes nécessaires, plus la tête nécessaire pour faire les courses qui font mal, les courses à très haute intensité, pour déclencher le contre-pressing ou le contre-effort, et pour déclencher aussi les mouvements offensifs. On a eu en deuxième période aussi, si on se rappelle bien, des séquences de jeu quand on pouvait éventuellement en avoir offensivement, où l'équipe était coupée en deux, ça veut dire que ça ne suivait pas derrière. Donc ça, c'est des signes qui ne trompent pas, c'est pas forcément de la fatigue mentale, c'est que tu n'as plus comment ça s'appelle, t'as plus de carburant dans le réservoir, et tu es un peu sur la jante. Donc du coup, quand je parle de fraîcheur mentale et que tout doit se jouer sur la fraîcheur mentale, c'est que effectivement,
la pression populaire doit te permettre de surfer et de retrouver, de repuiser que tu peux aller chercher de plus profond de toi. Mais encore une fois, à force depuis des mois de faire une chose qui n'a jamais été faite, je crois qu'on avait 3% de revenir pour être dans les deux premiers. À un moment, je me souviens d'un podcast de RMC Ligue 2 le débrief là où il disait qu'on avait 2% de chances de monter. Voilà. Donc du coup, de façon directe. Et là, on est si près du but. Tu es encore comment ça s'appelle, la peur de tout perdre, la peur vraiment de tout perdre. Et même après, si tu finis troisième, ça sera encore plus compliqué parce qu'il va falloir remettre ensuite là le facteur sur le vélo avec la tête à l'endroit et la casquette à l'envers pour avoir la tête dans le guidon. Donc, sincèrement, je pense qu'il faut absolument gagner ces deux matchs parce que sinon, ça risque d'être compliqué par la suite. Je pense aussi. Je pense que on aura du mal à se remettre, surtout en Ligue 1, s'il faut jouer Metz, avec un Mikko Tadze en feu et tout, s'il faut sortir le 4e ou le 5e de Ligue 2, ça va être un parcours du combattant et ça va être vraiment, vraiment compliqué. Moi, je pense qu'il faut tout miser sur ces deux matchs parce que après, ça sera dur. Après, pour rester dans la métaphore cycliste, il faudrait peut-être aussi avoir à un moment donné la gourde magique qui permet de libérer des forces. Alors, je ne parle pas de dopage, je ne parle pas de tout ça, mais je parle juste à un moment donné, un élan dans l'équipe, une étincelle dans l'équipe et pour aller chercher. Je crois que même s'ils ont vécu, des moments très, 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 très sympas, même nous tous, je dis eux, mais nous aussi, à Bordeaux avec cette fin de match, les matchs contre Auxerre, les matchs contre Angers, certains trucs. Je pense qu'ils ne sont pas encore conscients de ce que ça représentait une montée à Saint-Étienne. Je pense que quand ils saisiront, on est toujours dans l'instant présent, donc on consomme l'instant présent, et donc il n'y a pas de projection. Mais si jamais ils arrivent à monter, et c'est possible qu'on monte des samedis soirs aussi, donc il ne faut pas peindre tout en noir. Je pense que c'est juste quelque chose qui doit maintenant. C'est plus le staff, c'est plus le truc, c'est un truc qui doit sortir et venir du groupe. Ouais. Et bien justement, on va parler de manière un petit peu plus globale, on va s'éloigner un petit peu de ce match, ce qu'on a commencé à faire. Je lance un petit jingle Actu Ligue 2 et puis on fait un point global. Active Saint-Étienne Night Club. L'actu de la Ligue 2. Et bien justement, du coup, à l'issue de ce match contre Guingamp, on a validé le top 3. Ça c'est sûr, on fera soit deuxième, soit troisième, soit premier si on arrive à mettre 15 buts par match, mais a priori on sera soit deuxième, soit troisième. Est-ce que, à vos yeux, c'est déjà une réussite? Et je vous pose aussi la question dans le chat, est-ce que c'est déjà une réussite au vu du scénario de la saison où on revient de très très loin, ce que disait Olivier Dalloglio, faut pas oublier d'où on vient, ou alors ne pas finir top 2, est-ce que ce serait un échec finalement au vu de la fin de saison? Pierre, t'en penses quoi? Est-ce que pour toi le top 3 assuré c'est déjà à considérer comme une réussite? Ça dépend, j'ai envie de te dire ça dépend, parce que top 3 ça laisse deux possibilités. Ou on se fait sortir en play-off et ça sera un échec parce que l'objectif du club c'était la montée en Ligue 1, ou on finit top 3 et on gagne les demi-finales des play-offs et on passe le barrage et on monte en Ligue 1, et là ça sera une réussite, c'est tout. Moi je me fie aux objectifs du club, donc je peux pas je peux pas répondre à cette question maintenant. Faudra voir. Il y a eu des objectifs qui ont été fixés par le fameux triumvirat, donc j'attends de voir. Je peux pas dire maintenant si on est top 3, si ce sera une réussite ou non. Oui, Soukas qui nous avait dit qu'on était capable de vivre une putain de belle saison. Et c'est sûr que ça va beaucoup dépendre de ces deux derniers matchs. Patrick, toi, tu t'arriverais à le voir comme une réussite, top 3, même si on finissait par pas monter en Ligue 1? Mais c'est une évidence. C'est une évidence que par rapport. Alors, c'est une saison en deux parties. La première, elle est catastrophique. Elle est aberrante dans ce qu'on a pu voir. La deuxième partie de saison, et encore, c'est même pas une deuxième partie de saison, c'est l'arrivée de Olivier Dalloglio qui change radicalement les choses. Et pourtant, ça n'a pas été simple.
Le match à Bordeaux, le point du match nul à Bordeaux, il est quand même assez, comment dire, oui, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est un doux euphémisme, le mot heureux. Et après, il y a 2-3 matchs aussi, c'est heureux. Je pense que le deuxième coup de cravache, c'est quand même la prestation pitoyable au niveau du comportement à Dunkerque. Et donc forcément, quand on sort du match de Dunkerque et qu'on est loin, vers très loin, eh bien, ça sera une réussite, mais ce ne sera pas la réussite. Ce sera la réussite de Olivier Dalloglio, ce sera la réussite aussi du message qu'il a fait passer auprès de ses joueurs. Ce ne sera pas la réussite de ceux qui, depuis 3 ans ou 4 ans, prennent les décisions. Il faut vraiment pas se tromper, il ne faut pas avoir la mémoire trop sélective. Alors, on va dire encore, on dit les choses, ou je dis les choses, ou je fais une fixation. Non, non, non. Toujours se rappeler pourquoi on en est là. Et si jamais il n'y a pas monté, l'échec ne sera pas celui des joueurs ni celui de Olivier Dalloglio, ça sera l'échec de ceux qui n'ont pas pris la décision au bon moment. Ouais. Karl, dans le chat, comment on la voit cette 3e place potentielle, en tout cas ce top 3 assuré? Est-ce que ouf, soulagement, réussite, ou est-ce que non, maintenant faut viser la 2e place? Écoute, il y a Fabio qui nous dit au vu de notre première moitié de saison, c'est déjà presque inespéré. Après, forcément, la formule merdique, je cite, de ces barrages peut à une place près totalement changer la face de la saison. Le club avait fixé de me remonter avec un mercato d'été éclaté au sol. Être top 3 était inespéré, mais avec la dernière partie de saison, ne pas monter serait catastrophique. Le club allait dans le mur. Citation de Claude Puel, ça c'est Tommy Lecoq qui nous cite ça. Même si la balle est dans notre camp, ne pas oublier la très bonne forme d'Angers qui peut aussi faire un coup contre Angers. Ça serait la réussite de Odeo au niveau du recrutement aussi. Si on perd contre Rodez, notre bête noire, il va peut-être falloir les rejouer en barrage. Ça, c'est Pascal qui nous note ça. Et puis, c'est vrai qu'il est bon de rappeler qu'en 4 matchs disputés contre Rodez depuis la saison dernière, on n'en a pas gagné un seul. On s'est fait éliminer en Coupe de France au tir au but, d'ailleurs. Vu d'où l'on vient, c'est bien maintenant. On est 2e, autant le rester, ça, c'est esté. Il y a Hervé qui nous dit « Rappelons-nous qu'on peut gagner en marquant un but de plus que notre adversaire. » Merci Hervé. Merci Hervé. Il y a Tommy qui est pessimiste en disant en top 3, on est mort. Enfin, voilà. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc, quand on regarde un petit peu dans les rétros et qu'on n'a pas la mémoire sélective, c'est miraculeux qu'on soit même 3e, 2e. Voilà, tu as rattrapé 14 points et c'est simplement génial. Par contre, j'ai pas compris tout à l'heure, il faut se réjouir du recrutement Dodo ou il faut se réjouir du recrutement Dodo? La fin des dodos. Non, mais c'est pas ça. Franchement, des fois, j'utilise beaucoup l'humour et l'ironie, mais j'ai mal perçu la remarque. Est-ce que c'est le recrutement d'Olivier Dalloglio qui est une bonne chose, ou c'est le recrutement fait par Olivier Dalloglio c'est pour ça. Est-ce que c'est le recrutement été ou hiver, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le recrutement du coach ou est-ce que c'est les choix que Olivier Dalloglio a soumis, Cardona aime beaucoup Ouais, qui a soumis ou qui a largement œuvré pour. Ouais. Bah voilà, à un moment donné, il faut dire les choses aussi comme elles sont. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas. Est-ce que c'est le recrutement d'Odo ou le recrutement fait par Odo? Bah, je crois que c'était un peu les deux. Hein. Bah, en l'occurrence, Alcato qui nous dit que ça sera la réussite de Olivier Dalloglio au niveau du recrutement. J'imagine qu'il fait plutôt référence du coup au recrutement de Cardona et Mboukou et le retour de Masson. Donc ça, c'est plutôt le fait parce que celui qui a imposé Masson à tous et de façon très pédagogique, comment il l'a expliqué, c'est quand même Olivier Dalloglio. Les relations privilégiées qu'il a pu avoir avec Cardona et la façon dont ça s'est passé avec Augsbourg et que ça s'est passé aussi avec les différents agents, c'est Olivier Dalloglio qui aussi a largement œuvré. Il ne faut pas y voir que d'un œil. Hein. C'est pour ça que on dit toujours ouais, mais je pense que tu es plutôt bien sympathique quand tu écris avec Olivier Dalloglio. Non, je rappelle juste les faits. Oui, c'est sûr que les coachs ont un impact sur le recrutement. Hein. On se souvient des mercatos faits par Jean-Louis Gasset où il avait, grâce à son réseau et son aura, fait venir aussi des joueurs qu'il respectait. Ça a été aussi le cas avec Olivier Dalloglio. Sur le sprint...
Ça a été le cas aussi avec Pascal Duprat. Hein. Ouais. Ça a été aussi, non, mais ouais, aussi le cas avec Laurent Batlet. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours voir dans la continuité. Alors après, on va te dire, ouais, mais il n'y avait pas de sous. Oui, mais à un moment donné, quand on descend de Ligue 2, on a quand même un recrutement qui est la Champions League de la Ligue 2. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je viens de dire, mais quand on voit des budgets comme Rodez, comme Pau, comme machin, demander à ces joueurs, à ces entraîneurs-là s'ils n'auraient pas voulu quelques joueurs de l'effectif. Il n'y a pas seulement de ce mercato-là, mais du mercato d'avant. Hein. Ouais. Justement sur le sprint final là, donc le top 3 est assuré et la deuxième place va se jouer entre Angers et nous. Donc petit rappel, je vous ai affiché le calendrier restant. Donc Saint-Etienne va recevoir Rodez pour la prochaine journée et se déplacera à Quevilly pour la dernière journée du championnat, tandis que Angers se déplacera à Annecy et recevra Dunkerque pour la dernière journée du championnat. On rappelle donc que Rodez actuellement est 4e et donc joue sa place pour les playoffs. QRM, eux, sont d'ores et déjà relégués en national avec leur 19e place. Annecy et Dunkerque, eux, ont leur maintien acté ou quasiment acté et donc n'ont plus grand-chose à jouer. Si on regarde un petit peu ce programme de fin de saison, et si tu devais jouer un petit peu à Madame Irma, qui est-ce que tu vois le mieux placé pour terminer à cette deuxième place, Pierre ? Ce qui est à l'instant T, ce qui est intéressant, et on l'a déjà dit, c'est qu'on a le destin entre nos mains. Donc si on gagne nos 2 matchs à 95%, on va dire avec le goal average, on sera en Ligue 1. Après, au niveau des calendriers, forcément, on a du lourd avec Rodez qui fait une excellente saison. Hein. Ils sont 4e. Rodez qui, je le précise, a perdu contre Annecy quand même 3-1 à la dernière journée. Voilà. Ouais. Mais pour moi, le SCO, j'allais y venir, ils ont un déplacement pas évident à Annecy. Alors certes, Annecy, ils sont maintenus, mais moi, je les vois pas lâcher. Je vois pas leur coach lâcher. Et je pense qu'ils joueront le jeu devant leur public pour valider leur maintien. Donc moi, je suis pas sûr non plus que Angers se balade. Et je dis pas qu'ils vont pas gagner, mais je suis pas sûr qu'ils se baladent là-bas à Annecy. Et quant à la 38e journée, je vois les 2 équipes gagner. Donc je peux me tromper, mais je nous vois aussi battre Rodez difficilement, mais je nous vois les battre. Donc je vois les Verts d'une courte tête. Mais voilà, c'est le jeu des pronostics et je peux me tromper. Mais si je devais pronostiquer quelque chose, je dirais les Verts sur le fil. Eh ben, on le souhaite. Patrick, est-ce que tu mettrais aussi une pièce sur Saint-Etienne si tu jouais ? Oui, clairement. Parce que sinon, comme je le disais tout à l'heure, et pour être en adéquation avec ce que je disais tout à l'heure, ça sera très difficile. Moi, je vois, normalement, tout est fait. Et encore une fois, il va falloir gérer les émotions. Tout est fait samedi soir pour avoir une soirée d'anthologie. C'est vrai que dès ce week-end, on peut avoir Saint-Etienne qui gagne et Angers qui se casse la gueule. Et là, ça validerait quasiment assurément l'accession en Ligue 1. Ce serait assez extraordinaire. Ouais. Mais par contre, le match, il a lieu vendredi, Patrick. Hein, tu rates pas le match quand même. Non, mais je le regardais en replay, c'est pour ça que je le regardais le samedi. Ouais, vendredi à 20h45, on aura évidemment les yeux rivés sur notre télé ou sur la pelouse si vous avez la chance d'aller au stade. Patrick, j'aimerais avoir ton avis. Tu penses qu'une équipe comme Annecy, c'est qui tout double, ça va jouer le jeu, vu qu'ils sont sauvés? Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? On est dans la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure sur la fatigue et l'usure mentale. C'est-à-dire que quand tu as cravaché comme Annecy, quand tu es allé chercher ton maintien comme ils l'ont fait par le jeu, hein, l'équipe de Laurent Guyot est quand même une des équipes qui, depuis 2 ans, systématiquement, ne balance pas devant, essaie de ressortir. On a souffert aussi contre Annecy, hein, et c'est vraiment plaisant à voir. Donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'à un moment donné, quand tu as acquis ce maintien, tu sais que tu vas faire une 3e saison en Ligue 2, quelque part, tu fais plus, sur certaines séquences, tu fais plus les mêmes efforts. Et les efforts de course ou les efforts de concentration ou les efforts d'alignement, tu peux plus facilement t'oublier parce que tu sais que ça a moins d'impact derrière. On se rappelle que Annecy, par un concours de circonstances,
c'est maintenu, pas maintenu la saison dernière et que ça a été très très compliqué. On se rappelle le match justement de Rodez avec Bordeaux, vous vous rappelez tout ça? Ouais. Et donc du coup là, 2 journées avant la fin, donc il y a forcément un sas et un palier de décompression. Donc Angers peut éventuellement en profiter. Et à l'inverse, tu peux avoir aussi des joueurs qui sont complètement libérés et qui se disent voilà, allez, on va faire un football champagne pour le dernier match à domicile et puis on va taper Angers et en même temps Saint-Etienne gagne vendredi soir. Et je dis bien vendredi soir contre Rodez. Donc voilà, pour moi, ça serait logique que dans cette dernière ligne droite, psychologiquement, Saint-Etienne est plus fort. Et bien justement, on va parler un petit peu de ce match contre Rodez. Jingle, prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Donc, comme on l'a dit, le prochain match, c'est vendredi soir à 20h45 contre Rodez à domicile. Le stade sera à guichet fermé, comme depuis plusieurs rencontres déjà. Au niveau de l'effectif qui a été aligné face à Guingamp, j'ai repris la même composition là sur le visuel. Quel changement apporter, sachant que normalement, si tout se passe bien, Karl, tu vas me confirmer, mais Sissoko a repris l'entraînement collectif aujourd'hui, donc devrait pouvoir être aligné ce week-end, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Les images de l'entraînement d'aujourd'hui montrent Sissoko avec le reste du groupe, donc c'est plutôt de bon augure. Et bien justement, avec cette information-là, Pierre, quel compo tu verrais ce vendredi, pardon, décidément. Bon, alors, premièrement, il y a l'interrogation Larso Green, on en a déjà parlé. Donc, peut-être la tendance, c'est peut-être plutôt Green. Ouais. Après, bon, je suis sûr que Dalloglio fera pas ça parce que je pense que pour lui, le seul défenseur central, paradoxalement, qui est indiscutable, c'est Nadé. Mais moi, je mettrais Briançon, Batou, Binsika dans l'axe. Je mettrais Apia à droite, Masson à gauche, où paradoxalement, je le trouve plus à l'aise. Milieu de terrain, je ferais rentrer Monconduit. Avec À la place de avec Tardieu, bien, du coup? ouais, avec Mouefek et Chambaud. Et devant, alors j'aimerais bien mettre Sissoko, mais qu'en est-il de son, enfin, est-ce qu'il peut être aligné d'entrée? J'en doute. Donc je mettrais par défaut Mboukou, Cardona, Cafaro, comme c'était le cas à Guingamp. Et voilà, faire entrer Sissoko, je sais pas, peut-être un petit peu après la mi-temps, pour qu'il ait 30-40 minutes dans les jambes. Voilà Ok. ce que je ferais à titre personnel. Patrick, est-ce que la compo de Pierre te séduit? Ça fait beaucoup de changements quand même. Ça fait beaucoup de changements, Donc, effectivement. donc, Mais donc voilà, des changements avec des joueurs qui, quand même, ces derniers temps, ont joué et... C'est 3 changements. 3 changements. Oui, mais ça, oui. Tiens, il y a 2-0 pour Lille. 4, pardon. 4 Ouais. avec Green. Et non. Après, sauf si je me trompe, il va falloir des jambes au milieu de terrain. Parce que cette équipe de Rodez a quand même un système de jeu où ils ont très très souvent la supériorité numérique au milieu de terrain. Ils jouent à 3 derrière, ils ont un qui est devant la défense et puis ensuite ce milieu à 4 avec des pistons. Donc il va falloir quand même bien réfléchir aussi tactiquement où Olivier Dalloglio est assez fort et pense son équipe assez forte pour imposer son style de jeu en jouant beaucoup plus haut qu'ils l'ont fait, mais en s'exposant à Utunji ou Corridor. On va vraiment voir, ça va être aussi une bataille tactique entre les coachs. Les changements des uns et des autres, il faut le voir. Après, quand tu as un joueur qui est depuis aussi longtemps indisponible, tu as plutôt tendance à le faire rentrer. Ouais. Voilà, donc que de prendre le risque de le faire jouer et d'être un petit peu en dedans. Et tiens, voilà. Mais bon. mini question, vraie question sincère de ma part. Si on se dit qu'un joueur a 30 minutes dans les pattes, pourquoi la plupart du temps on va faire jouer un autre joueur pendant les 60 premières minutes, puis faire rentrer ce joueur-là 30 minutes? Et pourquoi on ne voit pas des entraîneurs faire l'inverse, faire jouer 30 minutes Sissoko par exemple, et ensuite faire rentrer un Mboukou pour la fin du match? Qu'est-ce qui fait que on a ce raisonnement-là en tant que coach? Déjà, depuis le Covid, tu as le droit à 5 changements alors que tu en avais le droit à 3 auparavant. Donc aujourd'hui, tu ne prends pas le risque
surtout dans la gestion de la fin du match, de changer très tôt, sauf si tu es obligé, de changer et de faire ce coup, on va dire ce coup tactique. T'as pas envie de t'exposer, t'as pas envie de gâcher une option pour pouvoir impacter sur le scénario de la rencontre. Le rôle du coach, une fois qu'il a mis son 11 en place, une fois qu'il a fait sa discussion d'avant-match, la seule façon qu'il a pour impacter sur l'évolution du score, ce sont ces changements. Donc, il y a beaucoup moins de garanties en faisant la solution que tu proposes, parce que le joueur qui rentre, il rentre pour un quart d'heure avant la mi-temps. L'intensité, elle est quand même rentrée tout de suite comme ça. Boum, tu reçois, tu as à nouveau les jambes coupées par rapport à la mi-temps. Il vaut mieux l'amener. Alors, à la limite, tu es d'accord avec le joueur, tu dis que tu joues 45 et je te change à la mi-temps, peu importe le score. Donc voilà, mais on le voit. Les joueurs sont ramenés petit à petit au plus haut niveau, que ce soit à Saint-Etienne ou que ce soit dans les grands clubs. Boniface à Leverkusen, quand il revient de sa blessure, qui était un peu plus grave que celle de Sissoko, il joue alors qu'il est meilleur buteur de Leverkusen. Il joue une vingtaine de minutes. Il joue la deuxième période, il joue la première et puis il joue un quart d'heure. Et puis là, encore une fois, alors qu'il est revenu depuis plusieurs semaines, il est que très rarement titulaire. Il a été titulaire pour le match du Werder, par exemple. Et donc voilà, il faut construire le retour. T'envisages pas, bien sûr, la solution des matchs de barrage, mais imaginons un seul instant qu'il joue les 30 minutes et qu'il te pète et qu'il peut pas jouer les matchs de barrage. Ben, on aura le même problème de configuration tactique comme à Guingamp en te disant on n'a pas de neuf pour sauter une ligne. Ouais. Ça se construit, un retour, ça se construit. Karl, dans le chat, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont appelés par la population stéphanoise? J'ai vu pas mal de fois Monconduit ressortir. Alors écoute, déjà j'aimerais juste rajouter que concernant Annecy, il y a Ousmane Camara qui est buteur sur les 2 derniers matchs pour le FC Annecy, qui a été sélectionné avec les U23 guinéens pour préparer les JO, et qui fait que du coup il va manquer le match contre Angers. C'est aussi une donnée à prendre en compte. Okay. Annecy qui sera pourvu d'un les gars, je dis toujours la même chose. À un moment donné, on doit se poser la question, savoir si Camara, buteur des 2 derniers matchs à Annecy, va à la sélection olympique des U23. Bien, regarde le budget d'Annecy, regarde le budget de Saint-Etienne et tu ne te poses pas la question de savoir si Camara ou si le joueur que tu viens de citer va jouer contre Angers ou non. C'est un truc de fou. Tu dois être pas si fort, tu gagnes tes 2 matchs. Il peut aller chercher la médaille d'or aux Jeux Olympiques au mois d'août. Voilà, c'est toujours la façon de préparer des rencontres, mais de préparer aussi inconsciemment les rencontres. Aujourd'hui, l'effectif de Saint-Etienne doit être assez fort pour ne se préoccuper que de ses propres performances. Angers, s'il gagne à Annecy, super pour eux, tant mieux. Si l'autre il n'est pas là, tant pis pour Annecy. Mais tu dois être assez fort pour battre Rodez à domicile devant 38 000 ou 42. Ouais. Oui, mais Patrick, on disait ça, mais il y a un peu de rationalité à avoir aussi, parce qu'on disait la même chose avant d'aller à Ajaccio. Au final, ça nous a un peu empêché d'en prendre 2 à Ajaccio contre le cours du jeu, alors qu'on pensait tous à une formalité. Donc, on se rejoint. Ça veut dire qu'encore une fois, sur le contenu, et peut-être sur certains moments clés, tu n'es pas assez fort. C'est ça, quand j'écris ou quand je note certaines choses, ou quand je fais un petit clin d'œil ou que je te lève le premier poil et que la deuxième lame, elle coupe derrière, c'est juste pour dire, on dit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vraiment tu es assez costaud ou non? Est-ce que dans les moments clés, tu es assez costaud ou non? Et c'est pour ça que je dis que dans ce moment clé, il peut se passer ceux qui veulent sur les autres stades. Si tu n'es pas capable, toi, de prendre par la main ton propre destin, à la limite, tu ne mérites pas de monter. Et je le dis d'autant plus clair que j'ai fait 3 montées de deuxième division en première, et qu'à un moment donné, dans le sprint final, il faut que tu sois proactif et qu'il faut que tu sois convaincu que tu vas chercher ton Graal. Oui, mais d'accord, rejoindre. L'aspect mental va être effectivement assez décisif. Il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Je vous propose qu'on passe tout de suite au Saint-Étienne Night Club Challenge. Donc je le rappelle, on fait un quiz à la fin de chaque émission avec à la fin de la saison tous les revenus du Saint-Étienne Night Club qui seront reversés à une association pour
le chroniqueur qui aura mis le plus de points en moyenne par participation. Donc pour rappel, Patrick joue pour les Restos du Cœur et Pierre, qui pour l'instant est en tête, joue pour la Ligue contre le cancer. Première question, ça va être une question au plus proche. Je vais vous demander combien de buts a marqué le meilleur buteur des Verts en Coupe d'Europe de l'histoire. Pour info d'ailleurs, ce fameux meilleur buteur, c'est Johnny Rep. Combien de buts a-t-il marqué en Coupe d'Europe? Pierre, je commence avec toi. Je dirais 17. 17 buts pour Johnny Rep en Coupe d'Europe. Et toi, Patrick? Avec l'AS Saint-Etienne? Avec l'AS Saint-Etienne, oui, pardon, j'ai oublié de Ah préciser. ouais. Ça change beaucoup de choses. Je sais pas. Je me rappelle plus. Johnny. Je sais pas. Allez, je vais dire 8. Mais je sais plus. 8. T'as dit combien, Pierre? 17. 17, eh bien, ça se joue à pas grand-chose, mais c'est Patrick le plus proche, puisque Johnny Rep a mis 12 buts avec l'AS Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Deuxième question, je vais vous faire un qui suis-je, je vais vous lire la bio d'un joueur, et vous devez deviner de qui il s'agit. Avant de donner votre réponse, vous dites d'abord votre prénom, et je vous interroge. On va essayer donc de deviner l'identité d'un joueur retraité. Né à Compiègne, je fais ma formation dans des clubs du nord de la France et je signe d'ailleurs mon premier contrat pro du côté de Lens où j'ai un ratio de... Pierre? Nolan Roux. Putain, je l'avais. Putain, C'est terrible. bah, c'est sacrément C'est ça rapide. Effectivement, c'est Nolan Roux, un but tous les 2 matchs, Alors. puisque je marque un but en 2 matchs joués. Ensuite, bon, je vous fais pas toute la bio du coup, mais ensuite je choisis de partir à Brest. De Brest, j'irai marquer un doublé contre Saint-Étienne pour ma dernière saison avec Brest. Ensuite, je rejoins le LOSC avec qui je remets un doublé contre Saint-Étienne. Et puis, à force de mettre des doublés contre Saint-Étienne, je décide d'aller à Saint-Étienne. Et puis ensuite, après Saint-Étienne, il y a eu Metz, il y a eu Guingamp, il y a eu Nîmes, il y a eu Châteauroux. Bref, c'était pour moi une manière de rendre hommage à Nolan Roux qui vient d'annoncer sa retraite. Donc, félicitations à toi pour ta très très belle carrière et pour les bons souvenirs que tu laisses un petit peu partout. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui voulait dire un truc? Est-ce que tu peux raconter une petite histoire? Alors, si elle n'est pas trop longue, vas-y, on t'écoute. Très vite. J'ai joué avec son papa à Rennes, à Châteauroux et au Red Star. Bruno Et, Roux. Nolan, je le connaissais très très petit, tout petit à Rennes. Et il était toujours gardien de but. On était chez son père. Après les matchs avec le Stade Rennais, il se jetait comme un fou à chaque fois sur la pelouse parce qu'il voulait être gardien de but. Et puis après, moultes années après, il y avait un match de l'équipe de France de préparation à Lens et je passe devant où on achète les maillots, j'arrive à trouver le mot, Ouais. et j'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule et il me dit tu ne reconnais pas, et je pense qu'il y avait 15 ans ou 17 ans qui étaient passés, c'était Nolan Roux qui me racontait qu'il était au centre de formation de Lens, et donc c'est pour ça que je suis inexcusable de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Trop bien. Eh ben écoutez, voilà, hommage à Nolan Roux et donc à son papa Bruno Roux, qui était footballeur professionnel lui aussi. Troisième Plus de 100 buts, plus de 100 buts en Ligue 2. Ouais. Belle, très très belle carrière. Troisième question, je vais pas vous cacher que je commence à galérer à trouver un petit peu d'originalité dans les questions, donc c'est une question totalement improbable ici que je vais vous poser. Combien y a-t-il de maillots exposés dans le musée des Verts? Au plus proche. Patrick, je commence avec toi. Il y a une salle où il y a plein de maillots exposés et j'ai trouvé le chiffre de combien il y en a. Selon toi, il y en a combien? C'est des questions quand même. Là, c'est vraiment la culture footballistique. Hein. Je sais pas, je dirais une 112. 112. Pierre, tu dirais combien? 6. 6. Eh bien, c'est toi le plus proche, Pierre, parce qu'il y a pile 50 maillots qui sont exposés dans le musée des Verts. Mais je suis d'accord que c'était bien du pifomètre. Quatrième et dernière question. Pouvez-vous me citer les joueurs ayant mis au moins 2 buts lors de la saison de la remontée en Ligue 1 en 2003-2004?
Pouvez-vous me citer les joueurs ayant mis au moins 2 buts lors de la remontée en Ligue 1 en 2003-2004 ? Je vais faire un petit tirage au sort pour savoir qui commence. Pierre, ce sera pile. Patrick, ce sera face. Hop, c'est pile. Pierre, tu commences. Comprends. Lilian Compan, meilleur buteur de la saison, avec 16 buts au total, 11 en Ligue 2, 1 en Coupe de France et 4 en Coupe de la Ligue. Ça passe. À toi, Patrick. La même question que tout à l'heure pour la Saint-Etienne. Ouais, Pas sur le, pour la Saint-Etienne, bien sûr. pour- je sais plus. Il doit y avoir Julien Sablé. Non, il doit y avoir, non, je retire. Un but ou 2 buts? 2 buts minimum. Je dirais d'abord, je vais refaire dans l'ordre parce que Fabrice Jo. Fabrice Jo, effectivement, il a mis 3 buts en Ligue 2 et 1 but en Coupe de la Ligue. Ça fait un total de 4 buts, donc ça passe. À toi, Pierre. Nicolas Marin. Nicolas Marin, effectivement, il a mis 7 buts, 6 en Ligue 2, 1 en Coupe de la Ligue. Ça passe. C'est à moi? Ouais. Le buteur de la remontée? À Niort, Fred Mendy? Fred Mendy, il a mis 4 buts en Ligue 2 et 1 but en Coupe de France. Ça fait un total de 5 buts. Ça passe. À toi, Pierre. David Elbuik. David Elbuik, il a mis 7 buts comme Nicolas Marin, 5 en Ligue 2, 1 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue. Ça passe. Vous êtes bon. À toi, Patrick. J'ai joué 2 ou 3 saisons avec lui, mais je pense Mika Dogbe. Oh, purée, pas facile celui-là. Effectivement, il a mis 4 buts dans la saison, 2 en Ligue 2, 1 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue. Ça passe. À toi, Pierre. Vincent Ognon. Vincent Ognon, c'était la cote était élevée, défenseur central, mais il a mis effectivement 5 buts en Ligue 2, donc ça passe. Je pense qu'il y a eu une interview cette semaine. Alors, je ne sais pas s'il avait fait toute la saison ou non, mais je pense que Baffé a dû marquer au moins 2 buts. Tout Il à a fait fait. un gros coucou à Antonetti cette semaine dans une interview. Très bonne interview chez Zach Nani où il revient pendant plus de 2 heures sur sa carrière, que je vous recommande, et où il parle de Pascal Feindouno avec des mots très élogieux, bien sûr. Bafetim Bigomis a mis 2 buts en Ligue 2 cette saison-là, donc ça passe. À toi, Pierre. J'en ai plus là. Maurestin. Maurestin, ça ne passe pas. Je l'ai pas dans mes stats. Du coup, Patrick, pour valider ta victoire, est-ce que tu as un dernier nom? J'en ai 2. Alors, vas-y. Je pense qu'il doit y avoir Carteron. Il y a Carteron, effectivement, qui a mis 1 but en Ligue 2, 1 but en Coupe de France et 1 but en Coupe de la Ligue, ce qui fait un total de 3 buts. Et allez, pour écraser Pierre. Même si je ne sais plus après ce qu'il est devenu derrière, je pense qu'il y a dû avoir Pathé Bangoura, parce que Fred Antonetti le faisait jouer régulièrement en tant que joker. Là. Eh ben, t'as bien fait de commencer avec Carteron, parce qu'il n'y a pas Bangoura. Il y avait également David Elbuik, je crois. Ah non, il a été cité, David Elbuik. Il y avait également Fabrice Jo. Qui a été cité. Eh ben non, vous les aviez tous dit. Donc, les buts félicitations. les buts de Pathé Bangoura, c'était à l'entraînement, pardon. Ah, ça c'est possible, je les ai pas dans mes stats. Il en a marqué 2. Et bien sur ce, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Karl et à sa magnifique photo de profil de Mathieu Cafaro et son cheval. Merci Patrick, merci Pierre. Merci à vous qui avez été là dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer donc la potentielle montée en Ligue 1 et le match contre Rodez. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Salut tout le monde, allez les Verts! Allez, tchuss.